Alors bonjour, je m'appelle Geoffrey Dorn et je suis designer. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis designer indépendant. Et là, depuis un an, j'ai créé Design and Human, une agence de design plutôt radicale et plutôt éthique. Alors pendant l'heure de conférence, j'ai parlé principalement, l'intitulé c'était Petit design pour grande humanité. Et j'ai parlé principalement de qu'est-ce que n'est plus le design aujourd'hui. Design d'objets, c'est design le design de produits, le design mobilier, et surtout qu'est-ce que le design humain, social, éthique, utile, à quoi ça sert le design, et comment est-ce qu'avec des petites choses intelligentes, bien pensées, bien conçues, pour lesquelles on a pris soin de penser à l'utilisateur, comment ces petites choses-là vont pouvoir changer le quotidien des gens, la vie des gens, leurs ambitions, etc. Alors, par exemple, en Inde, il y a un projet de canne sur lequel il y a eu des petites sonnettes de vélo qui ont été installées. Et si vous cherchez ça dans le commerce, ça n'existe pas. Et en fait, ça s'inscrit dans la pensée Jugad. Jugad, en Inde, on le traduirait en France par innovation frugale, c'est-à-dire d'innover, mais avec moins de choses, avec des choses toutes simples, toutes petites, avec des choses pauvres. Les grands industriels automobiles français s'intéressent beaucoup à cette innovation frugale, évidemment, parce qu'il y a moins de moyens, etc., etc., mais il faut continuer à innover. Et cette petite canne, elle a tout simplement servi aux personnes âgées à ne pas se faire écraser dans la rue, sur la route, etc. Et c'est tout simplement le petit-fils d'une personne âgée qui s'est dit, tiens, je vais prendre une sonnette, je vais l'installer sur cette canne. Et ensuite, ça s'est déployé, ça s'est installé, il y a plein de gens maintenant qui ont ça. Mais c'est un projet, on va dire, do it yourself. C'est quelque chose que les gens font eux-mêmes, et c'est pas un projet commercial qui est vendu partout. Alors, quand on parle du contexte, c'est le contexte social. En informatique, on parle en effet du contexte, et je pense qu'en design, on parlerait de l'humain, de l'utilisateur et de la société. Je pense qu'on ne peut pas créer quelque chose de déconnecté du monde. On ne peut pas créer quelque chose qui soit en dehors des usages. Ce sera décalé, ce sera différent, etc. L'idée, peut-être, en design, c'est de se poser d'abord la question de l'humain, la question sociologique, la question des usages, d'observer autour de soi. Quand on observe, on commence même à prototyper. On voit quelqu'un qui se débrouille pas avec quelque chose, qui coince sur une application, voilà, et on se dit, cette personne-là, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être changer son quotidien, changer sa façon d'interagir, etc., etc. Et si ça peut servir peut-être à une personne, ça peut servir à 10, à 100, à 1 million de personnes. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est de se dire, voilà, autour de moi, j'observe mes usages, j'observe ce qui se passe, j'essaie de réfléchir à des solutions, je les prototype, parce qu'aujourd'hui on peut prototyper simplement plein de choses, avec du prototypage par le code, mais aussi par l'objet. Et à partir de ce prototypage, on essaie de le mettre à l'échelle et on essaie de voir si ça change le quotidien. Alors concernant le flat design, j'ai été surpris, je me suis dit tiens, c'est très intéressant que ça arrive aujourd'hui, et j'ai essayé de réfléchir pourquoi le flat design. Et en fait, ça vient tout simplement des écrans tactiles. Voilà, on est absorbé dans les écrans tactiles sur les tablettes, les écrans d'ordinateur maintenant sont tactiles, etc. Et à l'époque où on découvrait les écrans tactiles, il fallait sursignifier les boutons, faire des gros boutons pour montrer qu'ils sont cliquables, faire des ombres, montrer qu'ils sont glossy, etc. Voilà. Et aujourd'hui, un rectangle avec un mot dedans, on sait que c'est un bouton. C'est rentré, les gens se sont incommodés, c'est rentré dans les mœurs. On sait qu'un mot souligné, c'est un bouton depuis la nuit des temps sur l'HTML. Mais voilà, un rectangle avec un picto, les utilisateurs ont pris conscience de ça. Donc on n'a plus besoin de sursignifier la forme, on signifie simplement la fonction, et ça suffit. Donc c'est pour ça que le flat design est apparu, est devenu une tendance aussi, une norme facile. Ça c'est mon premier postulat au niveau des usages. Et le second, c'est que c'est un design qu'on peut faire en code. C'est un design qu'on peut faire avec du CSS. On peut faire ça très simplement, pas tout évidemment, mais avec du SVG, du CSS et des choses un petit peu élémentaires en code, on peut faire une interface graphique. Et donc évidemment, ça se déploie facilement, ça rentre dans les templates, ça rentre dans les kits de création de sites internet, et donc ça se répand très facilement. Par contre, le flat design, comme le dit son nom, c'est plat. Donc pour l'utilisateur, en termes d'expérience utilisateur, ça apporte pas une grande valeur, c'est pas très poétique, c'est pas très immersif, c'est pas très narratif comme expérience utilisateur. Et donc je pense qu'il faut, ok, on est passé à ça, maintenant on a eu le flat design avec des longues shadows. Google appelle aussi son design le material design, c'est-à-dire le flat design animé, avec des effets, on va dire, d'interaction, des effets pour permettre une expérience utilisateur meilleure. Quand je clique, je sais où j'ai cliqué sur le bouton, par exemple, avec le material design. Ça se met en place doucement, donc on sort du flat design, et je pense qu'on va aller vers des choses plus vivantes, plus animées, plus animistes même. On va mettre de la vie dans ces interfaces qui sont parfois très, très mortes, très inertes.
Tu as des exemples d'applications que tu utilises tous les jours, tu te dis waouh, ils ont tout J'aime beaucoup l'application Pass. C'est une application très simple dans laquelle on met des photos, on met de la vidéo, on met du texte, etc. On peut se localiser aussi. Mais c'est une application dans laquelle ils ont réussi à créer une sensation intime. On est avec des gens, on est proche. J'ai pas 10 000 personnes sur Pass, je suis avec une vingtaine de personnes, une trentaine. Et il y a quelque chose d'émotionnel assez fort dedans. Et en termes d'interface, au début, c'est juste un fil dans lequel on vient remonter un fil. Mais c'est confortable, c'est une application, ils ont trouvé les ingrédients pour faire ça de façon agréable à utiliser. Après, il y en aurait d'autres, hein, évidemment. Là, j'ai découvert la smartwatch d'Apple avec, on peut dessiner sur l'écran et ce dessin est envoyé à la personne et on peut dessiner ensemble. On peut envoyer les battements de son cœur. Tout ça, je trouve ça intéressant, ça fait sourire aussi parfois. Et je me dis, voilà, la communication, elle passe par l'image, elle passe par la sensation. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui ont 15-16 ans qui utilisent WhatsApp, mais ils s'envoient que des stickers. Ils communiquent pas forcément par le texte. On envoie des émotions, quoi. Et ça, c'est génial. Je trouve ça me passionne de voir ces usages-là et de se dire comment on communique juste par l'émotion. C'est tout. Par rapport aux différentes montres connectées, alors maintenant, il commence à en avoir un bon paquet. Hein. Surtout que ça fait quelques années, on n'a pas attendu 2 semaines pour découvrir ce que c'était qu'une montre connectée. Évidemment, tout est à imaginer, à faire. On ne se retrouve pas avec un téléphone plus petit. On se retrouve avec un écran tactile, sauf que quand on clique dessus, évidemment, on voit plus qu'il y a en dessous, surtout sur une taille si petite. Et on se retrouve surtout avec des usages différents. Je suis dans la rue, j'ai un objet à mon poignet, il n'est pas dans ma poche, il est vraiment à mon poignet. Il est tourné vers l'extérieur, parce que voilà, mon poignet, je ne l'ai pas tout le temps devant moi comme ça, il est vraiment tourné vers l'extérieur. Donc c'est un objet tourné vers le monde. Et ça, je trouve ça intéressant. L'usage, il est pour l'instant sportif, il est sur la géolocalisation également. Mais je pense qu'avec cet objet-là, qu'on aura au bout du poignet, enfin vraiment autour du poignet, les usages vont commencer à arriver. Smartwatch, aujourd'hui, moi, on m'en offrirait une, je ne saurais pas trop quoi en faire. Bon, c'est rigolo, c'est interactif, les interfaces, celle d'Apple, par exemple, l'interface où on vient se déplacer, je trouve ça intéressant, mais on n'est pas encore arrivé à une expérience nouvelle, totalement différente. On essaye de mimer encore un peu le smartphone. Et je pense que c'est vraiment pas la bonne direction de mimer les applications smartphone, de mimer les usages du smartphone ou de l'ordinateur sur une smartwatch. Je pense que les usages seront différents, qu'on va s'éloigner aussi que de la santé, parce que bon, la santé des objets connectés, on a l'impression que ça va ensemble, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que la santé et le sport, par exemple. On peut faire des choses beaucoup plus intelligentes, intéressantes, essayer de développer des choses nouvelles. Et surtout, voilà, l'inventeur du Palm Pilot, il s'est baladé dans sa chemise, sa chemisette, il s'est baladé avec un cube en bois, enfin un cube assez plat en bois, de la forme du Palm Pilot, pour voir si c'était confortable, si c'était possible d'avoir ça dans sa poche à longueur de temps, parce qu'il pensait qu'on allait mettre là. Et je serais curieux de me dire, voilà, est-ce qu'on est conçu, on est fait, est-ce que l'humain peut s'adapter à avoir cette montre? Évidemment oui, parce qu'on le fait depuis très longtemps, mais cette montre connectée, et quels en sont les usages de cette montre connectée? J'y crois dans les faits, je sais que les gens vont l'acheter, j'en suis persuadé, je sais que les gens vont l'utiliser pour tout ce qui est sport et tout ce qui est santé, ça j'en suis sûr, parce qu'il y a des capteurs qui vont dessus. Par contre, est-ce que ma mère va l'utiliser? Est-ce que mes grands-parents vont l'utiliser? Est-ce que des enfants sont intéressés par avoir cette montre? Je suis curieux de savoir ça. Les personnes qui ne sont pas forcément dans la cible, et un bon produit, je pense qu'en termes d'expérience, d'interface, c'est un produit qui est détourné par des utilisateurs qui ne sont pas forcément la cible. C'est des gens qui viennent s'approprier un objet qui est assez ouvert pour en faire autre chose. Le smartphone, aujourd'hui, pour moi, c'est principalement un objet de capteur. Je suis géolocalisé, je peux capter la 3G, je peux capter l'accéléromètre. Donc, à la limite, il peut rester dans ma poche, ça m'est égal. Peu importe, j'ai juste un écran qui me permet d'afficher tout le contenu de ces capteurs, le contenu de mes messages, etc. Mais cet écran, il peut être sur mon poignet, il peut être sur ma veste, il peut être juste, comme on a vu dans Her, le film, juste audio dans l'oreille. On l'imagine aussi avec des Google Glass. Pour moi, le smartphone, il est déjà remplacé. Il va finir dans la poche ou dans le sac, et puis c'est tout, quoi. On le sortira peut-être pour faire d'autres choses, mais voilà, les usages du smartphone sont installés, et l'objet en lui-même, il est moins intéressant aujourd'hui. Vraiment, je pense que l'objet connecté, donc que la montre, que le tissu, les Google Glass, là, on commence à être dedans. Et à terme, dans l'idée, on parle de ville connectée, on parle de fait d'avoir un monde connecté autour de soi. Donc, je pense que le fait de créer un objet spécifiquement dédié à la connexion, ce serait comme créer un objet spécifiquement dédié à l'électricité à l'époque. Aujourd'hui, on ne dit plus que c'est un objet électrifié. Et ben, demain, j'espère qu'on ne dira plus qu'un objet est connecté. Tout sera en ligne, branché, que ce soit électrique
ou numérique. Bah, les développeurs notamment que j'ai vu à la sortie de la conférence, ils se posent des questions sur faire juste du code ou alors est-ce que je dois concevoir aussi des trucs. Bah, après, justement après ma conférence, j'ai discuté avec quelques développeurs et j'ai essayé d'échanger avec eux sur le fait que voilà, développer juste pour développer, maintenant plein d'entreprises européennes vont faire développer en Inde, en Afrique du Nord pour des moindres coûts. Et donc la valeur du développeur n'est pas juste dans la ligne de code, elle est dans l'intelligence qui met derrière cette ligne de code. Et le design, c'est pareil. Le design, si c'est juste pour faire joli, on achète un template à 5 euros, c'est bon, on a un design graphique joli, c'est intéressant. La vraie question, c'est voilà, l'intelligence qu'on met derrière. Et pour moi, l'avenir du métier de designer, et même pas l'avenir, le présent, c'est ces questions d'usage qui sont en amont, c'est ces questions d'intelligence qu'on met derrière tous ces objets connectés, derrière ces interfaces, derrière l'ergonomie des choses, etc. Et les développeurs que j'ai croisés en ont pris conscience pour certains, ils sentent que leur métier a évolué déjà depuis longtemps, et c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, eux veulent faire du design, eux veulent concevoir leurs propres produits, leurs propres projets. On sent qu'ils ont cette volonté-là, et de la part des designers que je croise, que ce soit en école ou que je croise n'importe où, ils ont cette volonté-là. Ouais, je voudrais coder, faire mon application moi-même, pour la sortir, pour la tester, pour l'éprouver, et pour arriver à produire moi-même mon idée, et pas juste faire une image, et pas juste faire du code. C'est l'idée qui est la plus importante par rapport à ces autres choses. Je peux conclure par rapport à la DroidCon. La conférence, c'est quand même DroidCon, c'est voilà, Android. On a la salle, j'ai fait un petit sondage, 95% c'était que des développeurs. On avait peut-être 5% de designers, dont moi, et j'étais très 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 content de voir que c'est des gens qui sont ouverts, tous ces gens qui étaient dans la salle, ils ont été curieux, il y a eu plein de questions, et ont très bien reçu cette conférence sur le design, qui n'est pas au départ leur cœur de métier, mais les problématiques qu'on retrouve dans le design ou dans le développement, elles se rejoignent énormément. C'est de faire quelque chose qui va être utile aux gens, et moi c'était ma conférence, c'était faites du design utile, du design humain, centré sur les utilisateurs, et faites du code de la même façon. Pensez votre utilisateur, pensez à ce que ce soit agréable, fluide, ergonomique, simplifié, que ça fasse rêver, quoi, que ça donne envie, que ça change le quotidien des gens. Et j'étais très content de voir qu'à la DroidCon, les gens qui sont là, en tout cas ceux qui étaient dans ma conférence, étaient ouverts à ça, curieux à ça, et se dire ouais, on est capable de créer pour changer ce quotidien.